Bonjour à tous, je m'appelle Tristan, je suis le fondateur d'un club de passionnés de bons produits qui s'appelle Pépite. Vous êtes sur le 8e épisode de mon podcast. Je suis très content d'avoir atteint ce nombre d'épisodes et que vous soyez toujours là avec moi. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier puisque je vais sauter une ou deux rubriques étant donné que tout simplement je manque de temps. Je reviens à peine d'un long déplacement dans le sud de la France. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Et je repars demain pour aller dans le nord de la France. Vous me direz, je peux enregistrer ce podcast depuis n'importe où. Je ne suis pas obligé d'être chez moi ici à Paris. Néanmoins, il s'avère que ces déplacements me prennent beaucoup de temps. Déjà, il y a du transport en voiture, mais aussi quand je suis avec des producteurs ou avec des vignerons. Évidemment, vous en notez, je n'ai pas forcément le temps d'enregistrer ce podcast. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Pata Negra et de Romanée Conti. À l'instar de l'objet de la newsletter que vous avez probablement déjà reçu, Pata Negra, je vais vous parler notamment de deux producteurs fantastiques qu'on a déjà mis en avant dans ce club, Juan Pedro Domecq et Maison DSA, mais surtout, puisque c'est l'objet de ce podcast, je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce que j'ai découvert quand je suis allé les rencontrer. Je suis allé rencontrer uniquement Maison DSA, pas Juan Pedro Domecq, puisque la première fois qu'on les a mis en avant dans le club, c'était autour du Covid, et donc j'avais pas pu me rendre sur place. Donc je vais vous parler de ce que j'ai découvert là-bas, et je vais aussi clarifier, j'espère pour vous, les différents labels de Pata Negra, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi ça a été aussi compliqué, et pourquoi au final, je suis à peu près sûr qu'à la fin de ce podcast, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Romanée Conti, je vais en parler dans ma section entrepreneuriale. Je vais vous raconter comment on s'est retrouvé à organiser cet événement complètement hallucinant qui aujourd'hui rend encore fou tout le monde, autant les membres qui ont pu y participer que ceux qui n'ont pas pu y participer. Événement dans lequel on a dégusté les 7 crus rouges du même millésime du domaine de la Romanée Conti, dont une bouteille de la Romanée Conti, puisque si vous le savez, il y a en tout 7 crus rouges, donc il y a forcément la Romanée Conti. Je vais vous montrer les coulisses de ça, comment est-ce qu'on en est arrivé à faire cette soirée folle, et puis je passerai sur la partie geek aujourd'hui, et je terminerai par un teasing d'un événement qui devrait peut-être arriver, j'en suis jamais sûr à 100%, mais si c'est le cas, vous aurez été les premiers au moins au courant que ça peut arriver. Alors la Pata Negra, ça fait vraiment partie de ces produits qui font rêver. À chaque fois que j'ai refait le site ou que j'ai dû faire une sélection de produits qu'on met en avant dans ce club, c'est rare qu'il n'y ait pas une photo de Pata Negra parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, ou en tout cas à beaucoup de gens. Les gens savent que la Pata Negra, c'est la version très haut de gamme d'un jambon, en l'occurrence espagnol. Et il s'avère que ça a failli perdre de sa superbe, la Pata Negra, ou le Pata Negra d'ailleurs, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Pata Negra, c'est espagnol, et à la base, c'est un jambon de porc ibérique, ou ibérico en espagnol. Ça, c'était historique, c'est une race qui est vraiment endémique de l'Espagne, et au fil des années, en fait, donc dans le courant du XXe siècle, les Espagnols se sont rendus compte qu'il y a une autre race de cochon qui ressemble pas mal au Pata Negra, qui a d'ailleurs les poils des pattes qui sont noirs, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, et c'est la race Duroc. Le Duroc, c'est un peu l'équivalent de notre Large White en France. C'est un cochon qui est très productif, en tout cas beaucoup plus que l'Ibérico ou que le Mangalitsa, pour prendre un autre exemple de race de cochon, ou le porc noir de Bigorre. Beaucoup plus productif et qui malgré tout ressemble pas mal à l'Ibérico. Donc des Espagnols malins se sont dit on va croiser les deux cochons, comme ça on aura toujours quelque chose qui ressemble à ce qu'on aime et ça va pas trop choquer nos clients, mais par contre on pourra avoir un rythme accéléré de production de jambon, donc vendre plus, probablement des jambons un peu plus gros, et puis gagner plus d'argent à la fin. Ce qui est heureusement complètement entendable et acceptable quand on parle d'une famille potentiellement de paysans au fin fond de l'Espagne dont le seul but c'est de vivre de leur production. C'est pas du tout une critique de vous raconter ça. Sauf qu'il y a eu une dérive à ce phénomène qui est que de plus en plus d'éleveurs se sont mis à faire ça et progressivement, déjà on savait plus trop quel cochon était de quelle race et ça a commencé à embrouiller les clients en Espagne mais aussi partout dans le monde. Ce qu'il faut avoir comme chiffre que j'ai noté, c'est que
entre 2008 et 2012, la production de cochons qui était 100% ibérique, donc qui n'avait jamais été croisée avec un Duroc, elle est passée de 517 000 à 143 000 en 4 ans. C'est drastique. Et donc, ça a été un des nombreux signaux d'alerte qui ont fait dire au gouvernement espagnol il est temps de faire quelque chose et de clarifier tout ça. Parce que un peu tout le monde pouvait vendre de la pata negra sans qu'on sache vraiment ce qu'il y avait derrière. Très bonne nouvelle pour le cochon ibérique, mais aussi pour nous, consommateurs et passionnés de très bons produits, c'est qu'en 2014, il y a un décret royal qui est tombé, qui a clarifié tout ça. Et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Pourquoi c'est si important que ça? Le cochon ibérique, et en l'occurrence la pata negra, c'est une race déjà, à l'instar du bœuf Wagyu, c'est une race qui va produire beaucoup de gras intramusculaire, qui est en opposition au gras extramusculaire. Hein, si vous pensez à ce qu'il y a par-dessus vos abdos, je ne doute pas que vous ayez des super plaquettes de chocolat, mais par-dessus, souvent, on met une petite couche de gras. Cette petite couche de gras, c'est du gras extramusculaire, donc il est autour. Souvent, quand on parle de la viande qu'on mange, c'est le morceau de gras qu'on enlève. Même si des fois, dans le porc mangaritsa, par exemple, il est vraiment exceptionnel et ça vaut le coup de le garder. Le gras intramusculaire, par contre, c'est des petites veines de gras qui sont à l'intérieur du muscle. C'est ce qu'on va trouver dans le bœuf Wagyu. Vous avez peut-être l'image de cette viande très marbrée ou persillée. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver aussi dans le porc ibérique, mais d'autres, il y en a plein d'autres. C'est juste qu'en Espagne, il y a toute une culture autour de ce porc ibérique et de ce jambon qui en fait un des plus grands jambons au monde. Donc c'est pour ça que moi je suis content quand je sais qu'il y a un décret royal qui dit on va clarifier tout ça et au moins quand vous achèterez un produit, vous saurez exactement ce que vous allez acheter. Alors concrètement, je vais rentrer dans les détails, restez avec moi. Vous allez voir, c'est au final plutôt simple. C'est juste qu'il faut avoir un bon moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. J'espère qu'après cette vidéo ou ce podcast, ce sera votre cas. Il n'y a qu'un seul pata negra. Je m'en veux parce que plus tard, je ne sais plus si je veux dire un ou une pata negra. J'ai toujours dit une, mais je me demande si ce n'est pas le pata negra. Il n'y en a qu'un seul. C'est celui qui est étiqueté avec une étiquette noire. Quand je dis étiquette, c'est pas une étiquette en papier collée sur le blister de tranches déjà coupées. Non, c'est une étiquette qui est accrochée à la patte du jambon. C'est une étiquette qui est officielle, qui fait partie de l'AOP et en plus qui a ce double tampon du décret royal dont je viens de vous parler de 2014. Ça, c'est le seul qui peut vraiment s'appeler pata negra. Pourquoi ? Parce que c'est le seul qui est 100% ibérique, mais ce n'est pas tout. Avant d'aller plus loin dans le détail, je vais d'abord vous donner une vue d'ensemble, un peu de recul. Il y a 4 couleurs de label. Dans l'ordre, on commence par noir, puis rouge, ensuite vert, et enfin blanc. Et après, il y a tout le reste. Le jambon serrano, tout ça. Ceux-là, on va les mettre de côté. On oublie pour l'instant, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est autre chose. Là, on va se concentrer sur tout ce qui est autour du porc ibérique et qui rentre dans cette réglementation. Donc, noir, rouge, vert, blanc. Noir, vous l'aurez compris, c'est le mieux, mais aussi le plus cher. Pourquoi ? Parce que c'est un porc 100% ibérique. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un porc qui est peu productif. Mais en plus de ça, peu productif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut attendre beaucoup plus longtemps avant d'avoir le droit de l'abattre. Alors, le droit. Avant que ça ait du sens d'un point de vue éleveur de l'abattre. Parce que sinon, il est trop petit, donc il n'est pas productif. Mais en plus de ça, maintenant, la loi définit une durée minimum. Donc, ça va être plus de 2 ans avant d'abattre le cochon. Mais en plus de ça, il y a d'autres règles qui sont en place. Chaque porc ibérique label noir doit avoir au moins 1 hectare d'espace dans lequel il peut vivre. Donc il est vraiment en pleine nature. Et ça paraît énorme, c'est énorme d'ailleurs. Mais je peux vous confirmer, pour être rendu sur place dans la production de Juan Ignacio, qui est l'éleveur qui bosse avec Florence de Maison DSA. Si vous êtes membre du club, vous savez de qui je parle. Lui, il a même plus que ça. Je crois que c'est pas loin de 2 hectares par cochon, tellement il a d'espace. Et c'est pas l'espace qui manque là-bas. Il y a d'autres choses, il y a d'autres problématiques, notamment de l'eau, mais j'en parlerai plus tard. 1 hectare minimum par animal, mais aussi nourri au gland. Vous connaissez sûrement
Vous connaissez sûrement l'expression des bellota, ou bellota si on le prononce à la française. Bellota, ça veut dire gland. Et en fait, un porc ibérique, label noir, donc qu'on a le droit d'appeler pata negra, doit avoir mangé exclusivement des glands pendant la période de Montanera. La période de Montanera, c'est la période de l'année dans laquelle les glands tombent des arbres et les cochons vont pouvoir les manger. Ce qui est pratique avec ces arbres, c'est que les glands tombent progressivement. Ils ne tombent pas tous d'un coup. Ils tombent dans une période qui est plutôt vers la fin de l'année. Je vais essayer de retrouver la période. Je crois que c'est d'octobre à mars environ. Oui, c'est ça, je confirme. C'est bien d'octobre à mars. Donc pendant toute cette période, les cochons ne doivent être nourris que de ça. Et bien sûr, ils peuvent se nourrir de ce qu'ils veulent, vu qu'ils sont en liberté. Donc ils vont aussi manger des insectes par terre et de l'herbe. Rappelez-vous de ça, de l'herbe. Très important, j'en reparlerai tout à l'heure dans la partie sécheresse. Si vous avez suivi ces règles-là, vous avez le droit d'appeler, et que vous êtes en Espagne, vous avez le droit d'appeler votre cochon un pata negra, ou une pata negra, on va pas y arriver. Deuxième label, l'étiquette rouge. Dès qu'on passe au label numéro 2, la rouge, on n'est plus sur du 100% ibérique. On est sur du croisement entre Ibérico et Duroc, la fameuse race qui vient des États-Unis. En l'occurrence, pour l'étiquette rouge, c'est entre 75 et 50% de race ibérique. Mais on garde les deux notions précédentes qui est nourrir au gland pendant cette fameuse période de la Montanera et un hectare minimum par cochon. Donc le label rouge, c'est quand même génial. C'est juste un peu plus productif, donc ça permet d'avoir un produit qui coûte un peu moins cher. Franchement, vous avez d'excellentissimes produits qui sont étiquetés label rouge. Il ne faut vraiment pas cracher dessus. Absolument pas. Un cochon qui a passé sa vie en pleine nature, qui a mangé ce qu'il voulait, et notamment des glands pendant toute cette période, il sera forcément très très bon. Enfin, en tout cas, il y a de très grandes chances. Ensuite, on commence un petit peu à bouder. L'étiquette verte. Donc là, on est toujours entre 75 et 50%. D'ailleurs, c'est pareil pour le dernier. Mais par contre, là, c'est élevage plus ou moins intensif. Il va manger que de l'herbe. Donc là, il n'y a aucune obligation que ce cochon mange des glands pendant la montagnera. Alors pourquoi, me direz-vous, s'ils sont quand même en plein air, il faut trouver le terrain. Il faut avoir le bon terrain. Et puis, il faut avoir un terrain sur lequel il y a des glands à ce moment-là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éleveurs de cochons en Espagne qui vont faire bouger leurs élevages pendant la période de la Montanera pour les emmener sur un lieu qu'ils vont louer à quelqu'un qui a le bon terrain pour que les cochons puissent manger des glands. Parce que peut-être que sur leur terrain à eux, il n'y en a pas. Donc c'est un coût à nouveau, c'est une logistique, c'est complexe. Bon, le vert ne mange pas de glands, ce qui va lui donner moins de gras intramusculaires particulièrement. Et enfin, l'étiquette blanche, franchement, on l'oublie, puisque là, c'est élevage intensif. Donc là, on est pour le vert, on était à 100 mètres carrés minimum par animal, ce qui est pas mal, quand on compare au poulet d'élevage, par exemple. Mais là, le blanc, on est à 2 mètres carrés minimum. Donc là, c'est vraiment de l'élevage intensif. Pourquoi pas, hein, enfin, c'est très bien qu'il y ait cette possibilité. Et franchement, ce décret royal, il est, je le trouve, très bien fait, puisqu'il permet quand même à des éleveurs de faire un élevage plus intensif, donc plus rentable, donc moins coûteux à la fin. Et ça permet de donner des produits quand même de qualité à des gens qui souhaitent en avoir, mais qui n'ont pas les moyens de se payer une pata negra. Donc je ne suis pas du tout dans une critique de ce truc-là et j'essaie de ne jamais l'être. Néanmoins, quand je reprends le prisme de recherche de l'excellence dans laquelle on est dans ce club, évidemment, moi, je vais avoir tendance à mettre de côté ce type de cochon. À ce prix-là, je vais peut-être aller chercher autre chose. Pourquoi pas un porc Mangalitsa, par exemple, qui est vraiment beaucoup plus abordable et qui est vraiment fantastique. Mais ce sera le sujet d'un autre podcast. Voilà, j'espère que j'ai bien clarifié pour vous les différents labels. Je vous le refais au cas où. Noir, c'est de la pata negra. Ensuite, rouge, vert et blanc sont tous croisés plus ou moins avec du roc. Et seul le rouge, qui est le deuxième, doit également continuer à manger des glands pendant cette période-là. C'est juste qu'il est croisé avec un du roc. Donc en gros, labels noir et rouge sont franchement des labels fantastiques. Alors n'hésitez pas à regarder aussi toujours les appellations, puisque vous le savez, l'objet de ce podcast, c'est pas de vous vendre les produits que je mets en vente sur le club. Première raison, c'est que je gagne pas d'argent sur ces produits. Et deuxième raison, c'est que là, je m'adresse à un public beaucoup plus large. Donc je vous donne des conseils au global pour pouvoir trouver une bonne pata negra. En l'occurrence, les AOP, ce qui s'appelle DOP en Espagne ou AOC en France. On parlait de l'AOP puisque c'est européen. C'est une très bonne AOP.
Elle est vraiment, elle protège beaucoup le consommateur. Elle encadre énormément la production de cochons ibériques. Et si vous voyez une AOP sur votre cochon ibérique, vous pouvez être certain déjà qu'on va cocher énormément de cases. Alors, c'est pas parfait. Je vais vous donner un exemple qui m'a pas mal surpris quand je suis allé donc, dans l'Extremadura, pas très loin de Séville, avec Florence de Maison DSA. Elle m'expliquait qu'elle avait voulu aller plus loin et que son jambon soit bio. Bah, très bien. Globalement, dans 90% des cas, aller chercher du bio, c'est une très bonne démarche et c'est génial parce que ça impose des choses que souvent on ne voit pas nous en tant que consommateurs, mais qui sont très très bonnes pour nous. Je le dis parce que en ce moment, il y a une petite musique depuis quelques années de le bio, c'est pas si bien que ça. Évidemment, il y a des dérives, mais globalement, le bio, c'est quand même génial. En tout cas, pour nous en tant que consommateurs et pour notre santé. Même si je sais qu'il y a des dérives. Elle a voulu aller plus loin et donc faire des jambons bio. Sauf que le paradoxe, donc bio, ça veut dire pas de produits chimiques, que des aliments bio qui vont nourrir le cochon quand c'est pas la période de Montanera, etc. Vous connaissez le pitch. Le paradoxe, c'est que dans l'AOP, les éleveurs sont obligés d'utiliser des sels nitrités, c'est ce que m'expliquait Florence, dans leur jambon. Le sel nitrité, c'est quand même très décrié, surtout en grande consommation, mais même a priori, il n'y a pas de dose minimum. C'est comme l'alcool, il n'y a pas de dose minimum qui est bonne pour la santé. Sel nitrité non plus. Donc, au passage, je vous partage toujours ma philosophie, parce que j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens et de me poser souvent la question. Dans la charcuterie, j'ai pas éliminé de mon alimentation les charcuteries avec des sels nitrités parce que c'est très compliqué et qu'il y en a encore trop peu, mais évidemment je favorise celles qui n'en ont pas à chaque fois que je peux, et quand j'en prends une qui en a, j'essaie de m'enseigner et de m'assurer que c'est des gens qui font ça avec grande parcimonie. On peut faire un parallèle très simple avec le vin. Il y a eu une époque où on disait aux vignerons, mais dans le doute, mets du soufre, on sait jamais, c'est pour éviter qu'ils partent en live, et donc les mecs mettaient une tonne de soufre. On les comprend, ils ne pouvaient pas savoir les conséquences négatives que ça pourrait potentiellement avoir. Donc on allait dans des extrêmes. Maintenant, il y a un nouvel extrême qui est le vin complètement nature avec zéro soufre. C'est très bien qu'il y ait une espèce de retour de balancier, même si des fois ça peut donner des trucs complètement déviants. C'est le jeu, évidemment. Dans la charcuterie, c'est pareil. Je vais aller voir des gens, comme dans le vin. Si dans le vin, quelqu'un me dit « Bah oui, je mets une pointe de soufre au moment où j'embouteille, parce que je veux quand même protéger mon vin, mais c'est tout, quoi. J'en mets très très peu. » Moi, ça me parle. Pareil dans les charcuteries. Tout ça pour dire que pour faire un jambon bio, Florence a dû sortir de l'AOP, puisque l'AOP demande à ce qu'il y ait des sels nitrités dans son jambon. Alors la question, c'est pourquoi une AOP impose ça. On a envie de taper sur l'Europe à nouveau, ce que j'essaie de le faire le moins possible, parce que moi, globalement, je suis extrêmement content d'avoir cette chance de vivre dans l'Union européenne et qui protège autant ses citoyens. En l'occurrence, d'ailleurs, c'est pour protéger les citoyens. À la base, même si maintenant c'est plus d'actualité et je pense qu'il est temps de changer les choses, à la base, imposer les sels nitrités, c'est protéger le consommateur notamment de botulisme. Sauf que le botulisme, ça fait très longtemps que c'est plus là, et que les gens qui travaillent très bien dans ces pays-là, au moins comme la France, l'Espagne, font tout ce qu'il faut pour que le botulisme se soit derrière nous. Bon, ça c'est un autre débat, mais l'AOP impose de mettre des sels nitrités. Florence n'en veut pas, elle est bio, mais elle n'est plus dans l'AOP. Juan Pedro Domecq, par contre, est dans l'AOP, donc il y a quelques sels nitrités dans leur jambon. Il faut savoir que la particularité de Juan Pedro Domecq, c'est que 100% de l'entrepôt est 100% ibérique. Donc c'est vraiment là, on n'est que sur du label noir. Ça, c'est incroyable. Voilà, dans les grandes lignes, ce que je voulais vous raconter sur la pata negra, juste quelques anecdotes, d'autres points que je voulais aborder rapidement. La sécheresse. Ça a été un autre constat que j'ai fait quand j'y suis allé. Juan Ignacio m'expliquait qu'il était, alors comme tout le monde qui travaille dans ce milieu-là, très inquiet pour l'avenir, parce que lui, il le voit, le réchauffement climatique. Moi, je le vois à la télé. Et puis, quand j'ai un peu trop chaud ou un peu trop froid dehors, mais bon, c'est pas le plus représentatif, évidemment. Ces éleveurs, ces personnes-là qui sont au contact de la nature au quotidien, me le disent avec le plus grand sérieux. Il se passe quelque chose et c'est très compliqué. Et en l'occurrence, je vais vous donner un impact du réchauffement climatique auquel je n'avais pas pensé. Ces cochons, pour être label noir, vous vous rappelez, ils doivent manger des glands pendant la Montanera, qui est une période qui dure d'octobre à mars.
Sauf que pour manger des glands, le cochon doit également obligatoirement manger de l'herbe. C'est un peu comme si je vous disais de manger, je sais pas moi, juste de la farine, comme ça, à la cuillère. Ça ne durerait pas longtemps, vous aurez une espèce de pâteuse de l'enfer, ça marche pas. L'herbe joue un peu le même rôle pour faire passer le gland, la farine du gland, d'ailleurs on fait de la farine avec. Ça permet d'absorber et de digérer tous les glands. Donc il y a une énorme inquiétude. Au-delà de est-ce qu'on va avoir des glands ou pas, c'est est-ce qu'on aura de l'herbe. Parce que s'il n'y a pas d'herbe, le cochon ne peut pas manger ses glands. Et là ça devient très compliqué. Et ça soulève une nouvelle question, c'est le sujet de la triche. Imaginez, vous êtes éleveur, vous avez, je sais pas, 500 cochons. Là, ça fait des années que vous faites du pâte à negra et vous en êtes hyper fiers, il est trop bon, il est excellent. Et puis une année, il n'y a pas de soleil, trop de soleil, pas d'eau, pas d'herbe à la bonne période, et donc vos cochons ne mangent pas assez de glands, ils ne peuvent plus être qualifiés de pâte à negra. C'est la faillite, c'est l'enfer. Alors comment on fait pour le vérifier au passage ? On fait une prise de sang. C'est des prises de sang des cochons où on mesure un taux de triglycérides, je crois, je n'ai plus le détail exact, qui permet de voir si le cochon a mangé suffisamment de glands. Cet éleveur, déjà l'enfer pour lui, et évidemment, cet éleveur, il y en a certains qui un jour se sont dit comment je fais, parce que moi je ne peux pas mettre en péril ma vie. C'est de sa vie qu'on parle, et puis celle de sa famille, et potentiellement de ses descendants, et puis l'honneur de son père, de sa mère, de ses grands-parents. Donc il y en a qui se sont demandé comment est-ce qu'ils pourraient faire pour passer une année sans que ça se voit trop. Et il s'avère qu'en effet, il y a un peu de triche. Alors dans ce cas de figure que je viens de vous présenter, j'essaye un petit peu de le tourner pour défendre l'éleveur, parce que j'essaie de ne pas être manichéen. Et bien évidemment que je peux comprendre cette démarche, même si j'aimerais qu'elle soit transparente à expliquer. Je déteste le mensonge. Par contre, le problème, c'est qu'il y a des industriels qui ont vu le truc arriver, et il y en a un très très gros. Pensez aux plus gros industriels que vous détestez probablement, parce qu'il y a peu de gens qui l'aiment, ils se sont d'ailleurs fait racheter récemment par encore plus gros. Et eux, a priori, de ce que j'ai entendu, je prends beaucoup de guillemets, et c'est pas engageant ce que je vous dis, je vous l'assure pas à 100%. Vous aurez aussi compris qu'ils ont de très grands lobbyistes et une armée d'avocats, donc je suis prudent. Il semblerait qu'ils aient trouvé comment créer une alimentation complémentaire qui permet d'apporter les mêmes gras que ceux qu'on va trouver dans les glands, en tout cas suffisamment pour que lorsqu'on fasse la prise de sang, hop, par magie, tout se passe bien. Donc même avec de la pâte à negra qui respecte le décret royal, qui est dans l'AOP ou qui est bio, il peut toujours y avoir un peu de triche. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais mon taf, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs années, j'ai décidé que j'irais à la rencontre de tous les producteurs que je mets en avant, à chaque fois que c'est possible. Je vous l'ai dit en début de podcast, je ne suis pas allé rencontrer Juan Pedro Domecq parce que la première fois qu'on les a mis en avant, je n'avais pas encore pris cette décision, et pour cause, c'était la période de Covid, donc je ne pouvais pas me déplacer, mais je compte bien y retourner très prochainement. Mais c'est pour ça que je suis allé voir Florence, parce que je veux aller à la rencontre de ces gens, voir comment ils bossent, et pouvoir poser toutes les questions que je peux, pousser toutes les portes, être un petit peu intrusif dans mes questions. C'est quoi ce papier ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Et je pense qu'il n'y a que comme ça que je peux garantir aux gens qui m'écoutent, vous en l'occurrence en ce moment, que je l'espère franchement, les jambons de Juan Pedro Domecq, mais aussi et surtout ceux de Florence de Maison DSA, cochent toutes les cases de ce qu'on cherche, et ce ne sont pas des gens qui trichent. Et pourquoi on a remis en avant Juan Pedro Domecq cette fois-ci ? Déjà parce qu'on adore ce qu'ils font et que les membres adorent aussi, mais également j'ai été rassuré par le fait qu'il faut savoir que Florence, dont je parle depuis tout à l'heure, de Maison DSA, elle est hyper cash. Mais vraiment hyper cash pour ceux qui la connaissent. Et elle n'hésite pas à casser du sucre dans le dos de pas mal de monde, quand elle le pense, sincèrement. Peut-être qu'elle en fait un peu trop, j'en sais rien, mais en tout cas elle est comme ça. Et Juan Pedro Domecq fait partie des très très rares, si ce n'est quasiment le seul, dont elle a dit du bien. Donc moi, quand j'ai entendu ça, j'étais là, ça me fait plaisir, ça me conforte dans le choix qu'on a fait, même si j'ai quand même très envie d'aller voir comment bosse Juan Pedro Domecq. J'ai terminé sur la pâte à negra, et je vais profiter de ce que je viens de vous raconter pour vous partager une anecdote qui m'a franchement fait plaisir. Le jour, j'étais sur YouTube,
parce que je suis un gros consommateur de YouTube, et je suis tombé sur une vidéo de Business Insider, une chaîne que je suis énormément parce qu'ils font beaucoup de sujets autour de la bouffe. Et là, je vois un Business Insider sur la plus grande ferme de caviar au monde en Afrique. Je me dis, a priori, je la connais, cette ferme de caviar, c'est Rova, puisque j'y suis allé. Ils sont à Madagascar. En effet, tout l'épisode était sur Rova Caviar. 15 minutes, je crois, ou 15-20 minutes. C'était fantastique pour moi parce que j'ai revécu tout mon voyage là-bas. Ils sont allés aux mêmes endroits, j'ai vu les mêmes choses. Et à la fin, alors déjà, j'étais hyper content parce que cette équipe de journalistes a validé tout ce que moi j'avais validé un peu seul. Enfin, seul, j'étais accompagné de Com, mais on n'a pas une armée de journalistes derrière nous. Ils ont validé toutes les mêmes choses et ils étaient vraiment, ils sont dithyrambiques sur ce que fait Rova Caviar. Et encore mieux, beaucoup mieux que ça, c'est qu'à la fin, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est tellement dithyrambique qu'ils les ont payés ou quoi. Il s'avère que je connais très bien les fondateurs de Rova Caviar. J'en ai parlé avec eux, et pas du tout. Pas du tout. C'est eux qui sont venus, ça a été long et compliqué, mais pas du tout. Et surtout, ce qui m'a un petit peu chagriné pendant quelques secondes, mais en fait, avec le recul, fait énormément plaisir, c'est que les équipes de Rova m'ont dit, mais tu sais quoi, Business Insider, ils posent encore plus de questions que toi. Ils sont encore plus compliqués que toi. Alors au début, j'étais un peu en mode, comment ça? Bon, en vrai, ils ont une équipe, c'est une armée. Et même si ça m'a vexé de savoir qu'ils ont posé plus de questions, par exemple, parce que j'ai posé la question, par exemple, ils ont demandé des rapports d'analyse de l'eau du lac pour prouver qu'elle était aussi bonne que ce que prétend Rova. Je suis pas allé jusque-là, j'aurais dû. Vraiment, j'aurais dû. Hein, et la prochaine fois, si c'est à refaire, je le ferai. Mais trop bien qu'ils aient été aussi chiants, et apparemment, ils ont été extrêmement chiants sur tout. Trop bien que le résultat soit dithyrambique. Ça veut dire que malgré toutes leurs questions, ils se sont dit, comme moi, que le travail de Caviar Rova est fantastique. Et troisièmement, rien, ça me fait plaisir que on compare une équipe aussi importante que Business Insider au travail du club Pépite. Alors, c'est avec le recul, je me dis, c'est plutôt stylé. Donc ça me fait super plaisir et ça me conforte complètement, même si je n'en avais pas besoin, dans ma démarche et mon envie d'aller à chaque fois rencontrer des producteurs. Pour preuve, j'y vais demain, je vais voir. Ah bah tiens d'ailleurs, des producteurs de cochons, mais qui sont dans le nord de la France. Je vous en dirai plus la prochaine fois, c'est bien évidemment prématuré pour en parler maintenant. On passe à la suite de cette vidéo / podcast pour parler de la partie entrepreneuriale. Pourquoi je fais une vidéo sur YouTube alors que clairement c'est une vidéo face cam de moi sans aucun montage et sur YouTube? C'est un peu déprimant quand on regarde le nombre de vues de ces vidéos parce que c'est très faible, hein, ça se compte en dizaines, max plus de 200 pour une d'entre elles. Je le fais parce que alors franchement c'est dur pour l'ego, hein, je vous le cache pas, mais c'est aussi le genre de choses que je partage avec vous alors que les chiffres dans le podcast sont bien meilleurs. Et c'est l'intérêt d'un podcast, c'est que personne ne voit les chiffres, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi je vous dis la vérité toujours dans ce podcast. Pourquoi je le mets quand même sur YouTube, même si ça affiche 41 vues sur une vidéo? Déjà, parce que 41 personnes, et parfois beaucoup plus, qui sont là où vous êtes en ce moment et qui regardent cette vidéo ou qui écoutent ce podcast, parce qu'on peut écouter la vidéo sans me regarder, bah c'est génial pour moi. Déjà 40 personnes, c'est fantastique. Je suis trop content d'être avec vous et de pouvoir partager tout ça et de prendre le temps de vous raconter toutes ces anecdotes. Deuxième raison, c'est que ça fait très longtemps que je veux lancer une chaîne YouTube bien plus poussée que ces vidéos-là, avec beaucoup plus de montage et de b-roll, bon peu importe. Et la règle numéro 1 pour faire une chaîne YouTube parfaite, c'est de démarrer. C'est pas d'acheter la bonne caméra, c'est pas d'acheter le bon micro, c'est pas de le préparer le plus possible, c'est de démarrer en sachant que les premières seront clairement beaucoup moins bien que les suivantes. Mais c'est en faisant qu'on apprend et qu'on devient de meilleur en meilleur. Et j'ai essayé de m'appliquer ce principe à travers ces vidéos que je fais. Donc, je vous remercie d'être là parce que grâce à vous, peut-être que demain, lorsqu'on aura une plus grosse chaîne YouTube dont l'objectif est de donner le maximum de visibilité possible aux producteurs comme en avant, bah, ce sera en partie grâce à vous. C'était pas ça dont je voulais parler de la partie entrepreneuriale, je voulais vous parler de Romané Conti. Il y a pas mal de gens qui me demandent mais comment vous avez fait cette soirée? C'est débile. Donc pour rappel, on était 30 personnes dans la cave de la Cité du Vin à Bordeaux, un peu paradoxal, et on a dégusté 7 crus rouges du domaine de la Romanée Conti, dont la bouteille de Romanée Conti, mais aussi Echezo, Grand Echezo, La Tâche de Richebourg, etc.
Dans la même soirée, on avait 2 bouteilles de chaque à chaque fois. Donc la moitié de la salle, 15 personnes, étaient sur un millésime 2009 et l'autre sur un millésime 2010. Millésime un petit peu jeune, j'en conviens, mais avec une opportunité comme ça, c'était nous ou quelqu'un d'autre, donc je préférais que ce soit nous, clairement. Et donc beaucoup de gens se disent mais comment c'est possible d'avoir vécu ça, et je vais vous raconter les coulisses de cette soirée maintenant. Il y a un membre du club qui est là depuis un bout de temps maintenant, il s'appelle Régis, et Régis est le fondateur de la cave de la Cité du Vin. À l'époque il était caviste, je ne sais plus où exactement, et il a répondu à un appel d'offres de la Cité du Vin pour gérer cette cave, et un peu à la grande surprise de tout le monde, il a gagné l'appel d'offres face à des beaucoup plus gros et des gens qui avaient beaucoup plus de notoriété. Et bon, bref, c'est lui qui gère la cave de la Cité du Vin. Il est membre du club et il y a quelques années, avec Mathilde, à l'époque, nous avons fait un tour de France en van pendant 1 an pour aller à la rencontre des artisans producteurs, vous le savez, des chefs, comme on en a dans le club, mais aussi des membres. Et quand on est arrivé pas loin de Bordeaux, on a appelé Régis en lui disant bah, « Viens, on se voit, on boit un café ». En espérant qu'il nous dise « Ok pour un verre de vin ». Évidemment. Et bien mieux que ça, Régis nous a dit « Mais attendez, déjà je suis pas à Bordeaux, je suis chez moi à Anglette, mais surtout venez chez nous, rencontrer ma femme, vous l'avez jamais vue, et puis on se fait un grand repas ». Donc on a fait un grand repas, c'était fantastique, enfin je pense que c'était un très très bon moment, très beau, une belle amitié qui est née vraiment à ce moment-là. On a bu des très belles bouteilles évidemment, mais surtout, pendant ce repas, au bout d'un moment on se dit oh, « Putain quand même, la cave de la Cité du Vin, le club Pépite, qui s'appelait à l'époque Ma Chef, ce serait bien de trouver un truc à faire quoi ». On cherche, on réfléchit, je donne mes contraintes que vous connaissez déjà, hein, qui vivre quelque chose que les gens ne pourraient pas vivre autrement. Sinon, je n'ai pas de valeur ajoutée, donc je ne le fais pas. Et il s'avère que ça tourne un petit peu en rond, d'autant plus qu'on faisait peu d'événements sur le vin à l'époque, donc je galère un peu à trouver. Et d'un coup, si vous avez lu la newsletter qu'on a envoyée aujourd'hui au moment où j'enregistre ce podcast, donc mercredi, vous avez vu la phrase que j'ai mis entre guillemets. Régis me dit « Je sais. J'ai des bouteilles de Romanée Conti, je ne sais pas quoi en faire. » Évidemment, au début, j'ai rigolé et je ne l'ai pas cru. Mais en fait, c'est vrai. Et il a vraiment dit ça. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment c'est possible de dire ça. En tant que responsable de la cave de la Cité du Vin, il avait organisé un événement, une dégustation, comme celle que nous, on a vécue, avec De Vilaine qui est venu sur place faire la dégustation. Et comme dans toutes ces grandes dégustations, chaque bouteille était doublée au cas où une des bouteilles soit bouchonnée. Ça peut arriver. Coup de bol. Aucune d'entre elles, tant mieux, esprit, n'était bouchonnée. Donc, à la fin, Régis n'a pas dit qu'il avait les deux... Non, je déconne. Il a bien évidemment retourné les bouteilles à De Vilaine en lui disant « Voici les bouteilles. » Et très gentiment, ce monsieur lui a répondu « Gardez-les, je sais que vous en ferez très bon usage. » Parce qu'il avait passé a priori une très bonne soirée, j'imagine, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer, j'espère que ça arrivera un jour. Donc là, ça paraît fantastique, bon, sauf que bien évidemment, il y avait des conditions d'utilisation derrière qui sont extrêmement compliquées. Pas le droit de les revendre, pas le droit de les faire boire à des professionnels, pas le droit de blablabla, obligé de casser les bouteilles, de détruire les bouchons, enfin, parce que sinon il y a de la contrebande, enfin, c'est très compliqué le cas d'utilisation, et on les comprend parce qu'en fait, il y a un énorme problème de falsification ou juste de spéculation sur ces bouteilles. Et clairement, ils n'ont pas envie que, s'ils laissent gentiment des bouteilles, ils n'ont pas envie qu'elles soient demain revendues sur le marché. Et là, d'un coup, Régis se dit, en fait, le club Pépite, alors je dis Pépite maintenant, même si à l'époque on disait moi chef, hein, vous m'aurez compris. Le club Pépite, c'est parfait. C'est exactement, ça coche toutes les cases des conditions d'utilisation de cette soirée. Et donc, on a fait cette soirée quelques mois plus tard, improbable, c'était Cyril Blicker, je crois, qui était l'œnologue qui nous a fait accompagner à la dégustation. Mon ami Vivien Durand du Prince Noir, chef étoilé, qui a fait le repas, qui a accompagné ses vins. Et waouh, quel challenge pour lui d'accompagner ses vins, parce que là, clairement, il était complètement dans l'ombre. Et franchement, encore merci Vivien d'avoir accepté, parce que bon, pour lui, c'était génial de vivre ça. Mais clairement, c'était pas la star de la soirée, c'était le vin. Et il le savait, et c'était pas simple. Et il fallait qu'il arrive à se mettre dans cette démarche-là lorsqu'il a cuisiné. Et de faire des plats qui n'allaient pas du tout écraser ou masquer les vins qu'on était en train de déguster. Puisqu'on était là avant tout pour les vins. Et il a assuré vraiment au top du top. Vivien, t'es génial. Je t'adore. Tu le sais. Voilà comment on a fait cette soirée.
Et j'espère qu'on en refera une autre bientôt. Je saute la partie geek que j'aborde d'habitude parce que je n'ai pas trouvé de quoi parler et surtout je voulais faire un podcast efficace aujourd'hui pour arriver directement à la partie teasing. Double teasing, double teasing aujourd'hui. Une fois de plus, je m'engage absolument pas sur ce que je vais vous dire. Vraiment, j'insiste, aucun engagement, ne m'en tenez pas rigueur. Il est probable qu'il y ait une V2. Une V2 Romanée Conti. Pas sûr du tout. Vraiment pas sûr du tout. Mais l'autre jour sur le WhatsApp, on a un membre qui est en ce moment à Tahiti, le chanceux, et qui a rencontré Alain Abel, notre fournisseur de vanille de Tahiti, qui est accessoirement aussi le fournisseur de Yannick Aleno et de plein d'autres chefs. Il a envoyé des photos sur le WhatsApp, et moi j'ai fait une petite blague avec autant de guillemets que vous voulez. J'ai dit ah bah tiens, moi j'en ai plus dans mes placards, ce serait bien qu'on refasse une vente dans le club. Puisque, teasing, on refera une vente de vanille de Tahiti dans très peu de temps. Donc tout le monde a compris mon gros clin d'œil. Et Rémus, qui est membre du club, a été très malin. Il a répondu et bah tant qu'on est là-dessus, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire une V2 de l'horizontale de la domaine de la Romanée Conti? Donc là, je me suis senti un peu con parce que franchement, je pense que c'est le genre de choses que je ne vivrai qu'une seule fois dans ma vie. Néanmoins, j'ai fait un screenshot de cette discussion et je l'ai envoyé à Régis, qui est toujours membre du club, mais qui n'était pas dans le groupe, j'ai vu qu'il est à ce moment-là. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, voilà. Le teasing, c'est que j'ai eu Régis au téléphone hier. Je vous promets rien parce que c'est très complexe. Si ça a lieu à nouveau, il y a un risque que ce soit plus cher parce qu'on est dépendant de plein de paramètres. Et malgré tout, c'est un sujet qui est en cours et j'espère pouvoir un jour, vous annoncer qu'on refera une horizontale ou pourquoi pas une verticale pour changer domaine de la Romanée Conti. Voilà, ça c'est un beau teasing, mais une fois de plus, mon côté ingénieur parle là, je suis à 20% de certitude que ça arrivera, donc c'est pas beaucoup. Deuxième teasing pour compenser celui-là, qui est aussi à 20%, mais bon, comme ça c'est moins frustrant. Toujours autour du vin. Hier, j'ai fait pas mal de photos sur mon compte Insta perso pour faire deviner aux gens où j'étais. J'étais avec le directeur technique du domaine du compte Ligier Bel Air, qui est un ami, Pim, qui est arrivé là-bas il y a un peu plus d'un an maintenant. Avant, il était au domaine des Gaudes avec Mathieu Nupibomal à Aix-en-Provence. Donc, il est parti pour devenir directeur technique de ce domaine complètement dingue. Pour rappel, la parcelle de Romanée Conti, si vous faites 5 pas vers le haut, en altitude, vous êtes sur la parcelle de Romanée du domaine du comte Ligier Bel Air. Alors, ça peut potentiellement être complètement différent, parce que c'est le principe de la Bourgogne, ces fameux climats qui fait que, en fonction de l'orientation, de la pente, de plein de paramètres, les vins sortent complètement différemment, avec aussi bien sûr la patte du vignoble et du vigneron, mais on est quand même juste à côté. Et en l'occurrence, les bouteilles du domaine du comte Ligier Bel Air de Romanée, je crois qu'elles sortent à au moins 2500 € la bouteille. C'est pas une blague. Si on s'est vu, c'est déjà parce qu'on s'apprécie beaucoup, on a passé un très bon moment ensemble, et on a mangé au resto. Et c'est, vous vous en doutez, pour réfléchir à la possibilité de faire un événement qui, comme d'habitude, serait complètement unique, puisque je ne propose quasiment jamais aux membres du club de vivre un événement qu'ils pourraient vivre autrement qu'en faisant partie de ce club. Je dis quasiment parce qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais dans 95% des cas, ça se passe comme ça. J'aimerais beaucoup, j'ai réfléchi à pas mal de choses avec Pim. On verra, Pim, c'est Pierre-Emmanuel, mais il s'appelle Pim. Je vous tiendrai au courant, évidemment, dès que j'en saurai plus. En attendant, je vous ai parlé de mon idée dans le podcast précédent autour des événements, autour du vin qui sera organisé par des membres. Ça y est, j'ai la première date. Bah tiens, je continue sur la partie teasing. Je vous la donne, cette date. Comme ça, vous êtes des privilégiés. Je suis obligé de regarder sur mon calendrier. C'est en juin. Pour l'instant, c'est le jeudi 13 juin soir. C'est un membre du club qui va ouvrir des bouteilles hallucinantes. Allez, je vous le dis, à ce stade, il parle d'ouvrir un Château Pavie 1945. C'est rien que de le dire. Et pas que. Peut-être une autre. Je m'arrête sur le teasing parce qu'à la base, l'idée c'était de faire une vidéo plus courte que d'habitude. Et au final, je suis quasiment aussi long, pas loin de 40 minutes.
Je suis trop content de partager tout ça avec vous. Je me sens hyper proche de vous quand je vous dis ça parce que vous êtes vraiment dans les. J'ouvre mon cerveau et vous rentrez dedans. C'est assez marrant comme expérience. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Comme d'hab, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un texto, un mail, un WhatsApp, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi noter ce podcast quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Même si on a déjà noté 5 sur 5 sur Spotify, c'est sympa, mais plus de notes, c'est toujours mieux. Et puis, je vous dis à tous, à très bientôt, dimanche prochain, 10h, épisode 9. Ciao.